Le groupe de recherche et d'intervention régionale, le GRIR, a été fondé en 1983. Le GRIR réunit une trentaine de chercheurs des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce groupe de recherche réalise des activités de soutien à la recherche en organisant des conférences, des séminaires et des colloques, ainsi qu'en publiant des ouvrages scientifiques. Le GRIR est fier de contribuer à la transmission des connaissances au sein des collectivités régionales. Les deux prochains panélistes qui sont Alexandre Fréchette, président du syndicat des métallos d'Alma, que j'inviterai, et Gabrielle Bray-Harvey, une des co-auteurs donc, de cet ouvrage « Renouveler le syndicalisme pour changer le Québec ». Donc, ça va être la même formule, c'est-à-dire qu'ils vont y aller chacun... ils vont s'adresser à vous dans une durée à peu près 10 à 15 minutes et ensuite, la parole sera à vous pour questions et commentaires. Donc, on le disait, Alexandre Fréchette, en 2012, un lockout frappe les 780 travailleurs et travailleuses de l'usine d'Alma de Rio Tinto Alcan. Les gens de la région s'en souviennent. La principale source du litige était la sous-traitance, justement, dont on vient de parler. Durant les 6 mois de conflit, le syndicat mènera une campagne internationale contre la transnationale minière et construira des solidarités avec des syndiqués de la Nouvelle-Zélande, d'Australie et d'Afrique du Sud. D'ailleurs, je vois M. Maltais, qui est ici, Marc Maltais, qui était président à l'époque de ce syndicat, qui s'est baladé donc aux 4 coins du monde. C'était assez controversé, d'ailleurs, cette stratégie-là. Je me souviens à l'époque, mais finalement, la bataille des Gilets oranges est aujourd'hui citée pour l'innovation de sa stratégie. Donc, Alexandre Fréchette, à vous la parole pour nous rappeler un peu les enjeux de ce conflit. Merci. Merci, Annie, pour l'invitation. Je vais essayer d'être bref. Ces 6 mois qui ont été plutôt intenses. Je vais essayer de le condenser en qu'est-ce qui a bien marché. C'est ce qu'on nous a demandé de venir témoigner un petit peu au travers des événements. Ça s'est déroulé sur plusieurs volets différents. Je les prendrai peut-être un à un, en commençant à vous faire comprendre d'abord c'est quoi Rio Tinto. Rio Tinto, pour ceux qui sont de l'extérieur de la région, c'est l'ancien Alcan. Alcan qui est installé régionalement depuis 1926. Il y a des syndicats dont des anciens présidents qui sont là en arrière. Puis des présidents actuels. C'est une entreprise qui tire ses profits finalement de l'utilisation de nos ressources naturelles directement, soit nos barrages. Ils possèdent de multiples barrages sur la rivière Péribonka, sur le Saguenay, ils possèdent le fond du Saguenay, le lac Saint-Jean, c'était eux autres. Donc, eux autres, en contrepartie de ne pas avoir été nationalisés dans les années 60, on considère qu'il y a un pacte social qui amenait l'équation, bref, emploi égale exploitation des ressources naturelles. Présentement, depuis de nombreuses années, on voit ce pacte social-là s'amincir. On voit le nombre d'emplois syndiqués, donc diminuer comme neige au soleil. Notre lutte s'inscrit là-dedans. Nous, en 2010, on a eu des premiers signaux que, suite à la prise de contrôle par Rio Tinto d'Alcan, je vous dirais l'entendre, l'équilibre gagnant-gagnant, ça me nuisait de plus en plus. On voyait les relations de travail se légaliser de plus en plus à l'interne, ce qui était bien difficile, voir des gains qu'on avait perdre tranquillement, pas vite. Suite à d'autres concessions que d'autres usines de Rio Tinto ont concédé en fait pour rester ouverts. On s'est ramassé avec un employeur qui voulait imposer ces mêmes concessions-là pour une usine flambant neuve. L'usine Alma, dont je suis président, elle est bâtie en 2000. C'est le joyau de la couronne de toutes les alumineries de Rio Tinto. C'est la plus payante, c'est les plus bas coûts de production. C'était vraiment la Ferrari. D'ailleurs, c'était comme ça qu'ils nous qualifiaient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des enlignes pour sous-traiter une bonne partie des emplois syndiqués, à peu près une couple de 100, là, 200, 240, c'est ce qu'on avait. La menace nous planait ça sur 700, ce qui est majeur. Chez nous, les gens, d'abord, moi, j'ai travaillé ailleurs, j'ai été embauché en 2000. Je suis rentré à Rio Tinto. Rio Tinto, on a mauvaise presse, les travailleurs, on est des bébés gâtés, on travaille pas, on fait que dormir, on a toutes les vices du monde, là. El Niño, c'est nous autres, on est là. Donc, on s'inscrit là-dedans. Moi, on dit souvent comment on a réussi à mobiliser le monde chez nous tranquillement. Moi, je suis rentré, comme je vous disais, en 2000. J'aime bien donner l'image que moi, c'est un bonhomme. Excusez-moi le terme, c'est pas, c'est comme ça qu'on les appelle affectueusement. C'est un bonhomme, moi, qui m'a donné sa job. C'est un job qui a pris soin qu'un autre bonhomme y avait laissé avant. Donc, nous, là, moi, j'ai
l'intention que quand je vais partir à la retraite, comme bonhomme, je veux donner ma job à des plus jeunes. Fait que c'est un peu l'esprit qui a marqué, dans le fond, les membres à dire que non, c'est pas vrai, là, qu'on laissera pas les emplois de qualité se transformer en cheap labor. C'est ça, la sous-traitance chez nous. C'est pas les services spécialisés, c'est pas les sous-traitants, les équipementiers, c'est pas de ça qu'il est question. C'est de dire, moi, je fais un job X sur une machine Y, je prends un gars, moi, je gagne bien ma vie, je prends un gars, puis je lui donne 12$ de l'heure, puis tu vas faire la même job. C'est contre cette sous-traitance-là qu'on avait le goût de se battre. Donc, on a identifié notre enjeu clairement. On a pris très rapidement le côté médiatique. Marc l'a fait avec un brio et une énergie. Puis je te remercie là-dessus, Marc, tout ce que tu as fait comme effort. D'expliquer que là, écoutez, là, nos ressources, le compte n'y est plus. Là. On n'y trouve plus notre. Comme région, on le laisse encore, mais on se fait gruger. Puis les salaires, c'est le seul mécanisme de répartition de la richesse de ces compagnies-là qui sont multimilliardaires. Il faut bien comprendre. Donc, ça, c'est la toile de fond qui s'est passée. Négociation excessivement difficile en 2011 avec un employeur intransigeant. Tellement intransigeant que le 30 décembre 2011, on est en négociation à Alma. On est dans une salle en attendant un face-à-face avec la compagnie vers autour de minuit. On apprend qu'ils ne sont plus là soudainement. On s'en retourne chez nous. 15 minutes après, téléphone, ils ont vidé l'usine. Ils ont fait venir des goons de l'Ontario par autobus pour sortir nos gars. Ils ont sorti nos gars en cochon. Ça a été fait d'une manière vraiment cavalière, dans un local, il faut dire, illégal. On était 24 heures avant la période légale de conflit. Donc, on s'est ramassé sur le chemin à 5 heures du matin avec toute notre gang. Je peux vous dire, ceux qui ont déjà goûté à ça, c'est pas très plaisant. Tu as une perte de contrôle totale de ce qui se passe. Les gens sont désemparés. C'est la nuit, il fait moins 25 en passant. C'était pas facile. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, on a reçu une injonction. Ils ont réussi à trouver, dans la nuit du 1er au 2e janvier, au 2 janvier, un juge pour lui donner, pour signer une injonction ça d'épaisse, comme de quoi qu'on avait déjà violé un paquet de lois. En passant, on a réussi à avoir une deuxième date qui se situait le 17 avril. Fait que là, eux autres, en fait, 24 heures, ont réussi à avoir un juge. Nous autres, ça a pris 3 mois. Fait que là, la justice, j'ai pas besoin de faire un dessin, c'est pas facile pour les travailleurs. Utilisation de SCAB, on a réussi à en faire la démonstration à quelques reprises. C'est excessivement difficile. La bonne ministre, Lise Thériault, à l'époque, annonce un vendredi médiatiquement que je vais envoyer des inspecteurs anti-SCAB mardi prochain. Dans une usine d'1 kilomètre, je peux-tu vous dire une chose, c'est qu'ils ont le temps de se cacher à quelque part. On arrive là, tu cours après, c'est le chat et la souris. Fait que c'était un combat qu'on a vite constaté que le nerf de la guerre n'était pas là. Donc, le rapport de force économique, traditionnellement, on met des piquets de grève. Là, chez nous, ça ne marchait pas. De un, on n'est pas capable. Ils charriaient en hélicoptère. Rio Tinto, ils ont de l'argent. On n'était pas capable de les empêcher de produire. Ils ont diminué la production à 1/3. Puis 2/3, ils ont gelé les cuves. Fait que là, nous, on s'est viré de bord. On a dit, bon, il est où notre rapport de force là-dedans? Bien, la réponse est venue rapidement, c'était public. Effectivement, c'est nos ressources publiques. Donc, c'est là qui est pour nous le levier. On a appris au mois de février que Rio Tinto, le gouvernement libéral de Charest, avait signé une entente secrète, entente qui permettait, en cas de conflit de travail, de vendre l'énergie libérée, puis on parle de quantité énorme. Là. L'usine Alma, c'est la consommation de Ville de Laval à moins 30 le 1er janvier. Toutes les lumières allumées, chauffage au bout. C'est comme ça que ça consomme à l'aluminerie. Ils libéraient un certain nombre de mégawatts. Le gouvernement était obligé de l'acheter à un tarif avec profit, ce qui est à nos yeux tout simplement scandaleux. Moi, je suis contribuable du Québec. Je me trouvais à financer moi-même mon propre lockout. Puis écoutez, là, ils ont racheté dans tout le 6 mois de conflit, puis le redémarrage qui a suivi, l'équivalent de 148 millions de dollars à cette compagnie-là, qui sont partis à Londres puis en Australie. Il y a du monde au coût de la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 148 millions pour le peuple aujourd'hui? On a donné ça à une multinationale étrangère. Ils sont partis avec ça. C'est littéralement scandaleux. Donc, ça a devenu notre cheval de bataille. Notre conflit est devenu public, politique. On est parti, on a fait de multiples fronts. On est allé, on a choisi la pétition. On a eu quand même un bon support de notre député. Jusqu'à ce qu'il se ramasse lui-même au pouvoir, où là, on a eu certaines déceptions quant à la correction de ces scandales-là, mais ça, c'est pas le point d'aujourd'hui. Nous autres, c'est sûr que si on restait seuls, on mangeait une volée. C'est clair et net. Le nerf de la guerre, il fallait faire comprendre que les gens, ce qui se passait chez nous, se passerait chez eux demain. C'est ce qu'on a parti comme cheval de bataille.
on a pris plusieurs fronts pour ça. On a pris le front régional, on a pris le front québécois, puis on a pris le front international. On est syndiqué avec les métallos. Métallos, c'est un syndicat international. Il y a des affiliations en Grande-Bretagne, aux États-Unis, un peu partout. On a envoyé une délégation dont Marc faisait partie aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande, dans un premier temps. Parce que Rio Tinto, il faut comprendre, provient en majeure partie de l'Australie. Ils ont des installations là-bas. Ils ont déjà fait du tort là-bas. Donc, allez dire à nos confrères qu'est-ce qui se passe à Alma, on a besoin de vous autres. Régionalement, ben, on a envoyé des délégations un peu partout, dont Jean-Jalbert, on se comptait tout à l'heure. Il y en a d'autres certainement ici qu'on a reçu de l'appui qui est soit politique, qui a été financier, puis logistique dans certains cas. Ça permettait à nos gars de garder le goût de se battre, de voir qu'on ralliait jour après jour du monde. Comment on y a parvenu aussi l'utilisation dans les premiers gros conflits, utiliser Facebook, où ce que les gens de d'autres régions pouvaient suivre ce qui se passait chez nous. Puis ça marchait. On a eu des témoignages qui nous ont dit ben votre conflit a redonné de la flamme syndicale dans notre boîte. Une shop de soudure de la Beauce, d'autres places comme ça. Donc, c'est intéressant. On a donc passé l'hiver à chercher des appuis. On a envoyé 2 délégations aux assemblées des actionnaires Rio Tinto, 2 sièges sociaux. On a envoyé une à Londres avec des manifestations par des syndicats locaux de Londres devant l'édifice. On a envoyé en Australie, j'ai fait partie d'une de ces délégations-là. On a eu la chance de jaser avec Jacinthe Côté, qui était une grande alliée de la région, qui finalement, on a eu une certaine jase pour regarder éventuellement à partir des négociations. On a eu le support logistique tout le long de ces délégations-là. On a eu le support logistique de syndicats de d'autres pays. Je peux vous dire que quand vous arrivez dans un autre pays, en Australie, où je ne connais pas un chat, puis qu'on est accueillis comme des frères littéralement, puis qu'on est pris en charge, puis qu'on voit que notre combat, c'est leur combat, puis à quel point ils tiennent, c'est assez significatif en temps de conflit. Le point culminant de la solidarité, je vous dirais, québécoise, ça a été le 31 mars à Alma. On a eu une marche, on a eu 8000 personnes dans une population de 21 000 personnes. C'est comme le tiers de Montréal, imaginez, mais à Alma. Des gens d'un peu partout de la région, un peu partout du Québec, les délégations de l'Ontario, de l'Ouest canadien et de l'Australie, de l'Afrique du Sud, écoutez, je vous le dis, il y avait du monde de 20 pays à peu près réunis qui sont venus parce que ce qui se passait chez nous voyait qu'il y avait éventuellement une chance que ça se passe chez eux aussi. Donc, pour nous autres, ça a été un moment très, très, très fort. On a utilisé beaucoup l'espace médiatique. Comment y arriver? Souvent, la question, c'est comment on peut percer? Bien, c'est pas compliqué, ça prend un petit stunt. Les médias ont une certaine... ils aiment ça, ils se passent de quoi de spécial un peu, c'est ce qui... Ils viennent voir qu'est-ce qui est là, puis là, on a l'occasion de passer nos messages. Là-dessus, on a envoyé une délégation traverser le parc des Laurentides à pied, aller porter au Parlement une pétition de 12 000 noms, ce qui était quand même intéressant. Ça a permis à Marc d'aller à l'émission Tout le monde en parle, qui était une tribune formidable pour nous autres parler de chez nous. Donc, on était comme une tache d'huile. On prenait de plus en plus de place. Après coup, on est convaincu que ce fait-là, que dans le fond, la compagnie ne pouvait pas savoir quand est-ce que ça allait arrêter, quand est-ce que ça allait terminer, parce que là, on était rendu... Notre prochaine étape, c'était la campagne des médailles olympiques. C'est Rio Tinto qui fournissait l'or pour les campagnes olympiques. On a parti notre syndicat, le syndicat des métallos, a parti une campagne internationale là-dessus pour dire « Laissez pas Rio Tinto ternir les Jeux olympiques ». Et là-dessus, il y a eu des manifestations... à Londres, les Jeux olympiques, ça allait là, puis on allait éventuellement perturber certaines activités olympiques. Là, c'était le plan de match. Donc, on était dans ces eaux-là, on a été convoqués à des négociations un petit peu via le médiateur qui était au dossier. Et puis, ce qui a mené à un blitz de négociation pour nous là, au mois de juin 2012. Blitz de négociation qui a tombé sur, dans le fond, qu'est-ce qu'on a eu? On demandait un plancher d'emploi, on a obtenu un plafond de sous-traitance. C'est un mécanisme, grosso modo, qui concerne un certain nombre d'heures, un pourcentage d'heures qui est actuellement 15 % des heures travaillées par l'opération, en excluant les gens de métier, dans une liste de jobs négociés, puis c'est pas plus que ça. Pour nous autres, c'est un très grand gain. On est les seuls... De toutes les shops Rio Tinto qu'on a pu connaître, on est les seuls qui ont un mécanisme qui est solide comme ça.
C'est une grande fierté. On a obtenu un certain nombre d'autres gains qui sont plus minimes, mais quand même intéressants là, pour un syndicat. Les conclusions qu'on fait, pour nous, c'est clair. Puis là, ça fait bientôt 3 ans qu'on a réglé. La compagnie, on parlait tantôt, les victoires du monde syndical. Pourquoi qu'on n'en a pas? Pourquoi qu'on les voit pas tant que ça? C'est que le patronat ne peut pas nous laisser gagner. Puis ils ne peuvent pas nous laisser avec l'impression d'avoir tout eu parce que ça serait un rendez-vous à la prochaine négo où ce qu'on se repognerait. Ils ont mis beaucoup d'énergie. Après coup, on a réfléchi à ça. Ils ont mis beaucoup d'énergie médiatique. Ils ont mis beaucoup d'énergie sur nos membres d'essayer de faire passer la lutte de 2012 comme étant un gain moyen. Là. OK? On s'est posé la question, c'est clair et net, c'est que si nos gens avaient l'impression d'avoir tout gagné, là, à la prochaine négo, on se repince avec eux autres, c'est sûr et certain. Parlant de prochaine négo, on est présentement en négociation. Ça fait 3 ans qu'on s'applique à réparer les conséquences du conflit de 2012 d'un employeur qui a voulu se venger. La possibilité de vendre l'énergie en conflit de travail existe toujours. On a mené une croisade à tous les niveaux avec le PQ, de tout bord, de tout côté. On n'a pas réussi à faire enlever cette aberration-là. Fait que, on est bien fiers de la lutte qu'on a faite en 2012, mais ça pourrait arriver là, qu'au 31 décembre, à la fin de l'année-là, que notre employeur décide de nous remettre à la porte. Il y a encore la possibilité de vous faire financer le conflit, un éventuel conflit. Donc, c'est tout à fait aberrant. On ne lâchera pas. C'est épuisant. On a fait le bout qu'on avait à faire, mais on a la conviction que c'est certainement pas terminé avec Rio Tinto. C'est ce qu'ils font un peu partout dans le monde. Donc, c'est important, je pense, de se mêler de ce qui se passe chez les autres. Je pense que c'est un peu un antidote à pourquoi chacun isolé, on mange une volée. C'est parce que maintenant, on devient un peu... Les gars de la CSD, ça fait 30 mois qu'ils sont sur le bord du chemin. On les voit plus. On s'en rend plus compte. On a comme un indifférence. On donne de l'argent chez nous hebdomadairement à ces gens-là. On a tendance à oublier. Donc, là, en terminant, je dirais... mêlez-vous des luttes des autres. C'est là que vous pouvez faire une différence finalement. Puis je pense que si on tient compte de ça, on a des chances de renouveler le syndicalisme. Merci. Merci. Merci Alexandre Fréchette. Et c'est intéressant de céder la parole maintenant à Gabrielle Bray-Harvey, qui est une donc des auteurs de ce livre. Je vous la présente brièvement. Elle détient un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia. Consultante en relations publiques et actuellement responsable des communications pour l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Et elle signe justement, parce que ça rejoint un peu ce que Alexandre disait, parce que dans votre chapitre, il s'intitule en fait « Parler au monde ». Et c'est un peu ce que vous reprochez au monde syndical actuel dans ce chapitre-là, c'est de ne plus être peut-être un acteur social, comme un acteur de changement, comme le syndicat l'a déjà été, et de peut-être pas faire suffisamment aussi d'être capable d'autocritique aussi. C'est une des choses que vous relevez là-dedans. Parler au monde, justement, je pense que c'est un peu ce que le syndicat des métallos d'Alma ont fait en 2012, en fait. Tout à fait. Puis j'aimerais d'ailleurs souligner que c'est un honneur pour moi de pouvoir m'asseoir à côté d'un militant syndical dont la lutte a été une des plus médiatisées dans les dernières années, puis une lutte qu'on peut quand même dire plutôt victorieuse, même si la victoire totale et ultime n'existe pas. Mais je pense qu'effectivement, s'il y a quelque chose à retenir, en fait, il y a beaucoup de choses à retenir de la lutte de Rio ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais entre autres, celle d'avoir réussi à cerner un enjeu qui était facile à comprendre pour les gens. Hubert en a parlé, je vais en parler, puis je peux m'assurer que mon camarade aussi va en parler plus tard. Les enjeux syndicaux dans les dernières décennies se sont beaucoup complexifiés, avec l'arrivée des institutions comme la CRT, la CLP, la CSST, ça fait beaucoup d'acronymes que les gens au quotidien ne comprennent pas nécessairement c'est quoi leur rôle exactement, puis tout ça. Puis, l'enjeu de la sous-traitance, non seulement c'est un enjeu qui est facile à comprendre, on veut pas de cheap labor dans notre shop. C'est pas vrai que moi, si je gagne 35$ de l'heure, la personne qui va suivre après moi va en gagner 12. Donc non seulement c'est ça, c'est un enjeu qui est facile à comprendre, mais qui dépasse un peu le cadre corporatif ou corporatiste, que je pourrais dire, qu'on reproche beaucoup aux syndicats de se battre pour son petit pain, de se battre pour ses membres, puis de ne pas s'occuper un peu de ce qui va venir après, dans 4 ans, ou de ce qui se passe autour d'eux.
Puis comme mon collègue le disait, justement, ben, cette lutte-là, non seulement elle a été tissée à travers des liens internationaux de solidarité, mais aussi a été faite dans une perspective de solidarité intergénérationnelle. Puis ça, je pense que c'est super. Puis ensuite de ça... oui, tout à fait. Puis comme je disais, cette solidarité-là internationale, ben, souvent on va parler de ça, on a tissé des liens de solidarité, mais au final, la plupart du temps, ça dépasse pas un communiqué de presse, ça dépasse pas un post sur Facebook, mais là, ça s'est réalisé concrètement dans la stratégie de leur lutte à travers, tu sais, ce qu'on peut dire, entre autres, de la grève de 2012, c'est qu'à toutes les fois qu'il y avait un politicien qui sortait au restaurant, il y avait 30 étudiants qui le suivaient, puis avec une bannière dans la porte, tu sais. Ben là, quand les boss étaient quelque part à l'international, puis qu'il y avait des militants locaux de la Grande-Bretagne, par exemple, qui étaient là, puis qui les talonnaient, ça joue sur le moral, puis ça joue sur l'avancement de cette lutte-là. Puis moi, je trouve que c'est superbe, effectivement. Puis pour terminer, mon collègue parlait aussi de stunt média. Moi, je fais des communications dans la vie, mais j'ai fait un peu de communication syndicale. T'es appelé à observer beaucoup d'une façon plutôt détacher les stratégies médiatiques syndicales. Puis on tombe beaucoup dans notre confort de conférence de presse, là, où tout le monde est là, en arrière les bras croisés, puis on est-tu fâché, on est-tu pas content, on est indigné, puis on est en égo, puis ça, ben ça impressionne pas grand monde, malheureusement. C'est de la poutine syndicale, puis ça manque de punch. Puis de faire des actions, justement, qui surprennent, qui ont de l'audace, puis qui sortent de l'ordinaire, ben moi, je pense que c'est fondamental dans les réflexions que le mouvement syndical sur lesquelles le mouvement syndical doit se pencher, parce que, sorry, là, mais ça marche plus les conférences de presse, puis ça prend de l'audace, parce que sinon, ben on reste dans nos propres limites qu'on s'est fixées, puis dans notre propre confort dans lequel on s'est cloîtré depuis des années. Pour écrire votre chapitre, vous vous êtes entretenu avec plusieurs personnes, je pense. Puis c'est un peu ce que vous nous expliquez, les conclusions que vous en avez tirées, les commentaires qui revenaient continuellement. Expliquez-nous un peu votre démarche. Okay. Donc, j'ai co-rédigé ce chapitre-là avec mon collègue Simon Tremblay-Pepin, que vous connaissez peut-être, chercheur à l'IRIS également, ancien responsable des communications à l'IRIS avant moi. L'été, pas lui, mais l'autre d'avant, donc l'été passé, on s'est entretenu avec une dizaine de directeurs, directrices, responsables, conseillers aux communications de toutes sortes de syndicats. On est passé autant par le secteur public, la CSN, la FTQ Construction, la PTS, la centrale de la FTQ, la direction des communications à la CSN, name it. Puis on leur a posé des questions. On voulait savoir, eux autres, c'est quoi leur vision de le travail, c'était quoi les lacunes qu'ils voyaient sur le plan des communications dans les syndicats. Puis on a rédigé ça. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup de nostalgie de la part de ces gens-là qui travaillent aux communications dans les syndicats de l'âge d'or du journalisme, où il y avait des journalistes qui étaient affectés au beat syndical, donc des journalistes qui connaissaient les enjeux, qui connaissaient les instances, qui connaissaient les organisations. Puis effectivement, pour eux autres, c'était l'âge d'or, hein, où est-ce qu'on n'avait pas besoin toujours de répéter aux journalistes c'était quoi la table sectorielle, puis c'était quoi la table centrale, puis c'était quoi l'harcèlement, puis pas besoin de toujours expliquer parce qu'il y avait des gens qui connaissaient ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que au-delà de ça, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de réflexion sur c'est quoi la place des communications dans l'activité syndicale, puis est-ce qu'au final, les communications, c'est quelque chose qui évolue parallèlement à l'activité syndicale, ou est-ce qu'au final, c'est des pratiques communicationnelles qui sont inféodées, grosso modo, à des pratiques institutionnelles, politiques, qui sont un peu, je me ferai pas d'amis, mais plutôt poussiéreuses, tu sais. Donc, nous, c'est ça le constat qu'on fait au final, puis auquel on arrive après la rédaction de ce chapitre-là, c'est que, c'est pas de la faute nécessairement aux médias si on est attaqué constamment dans ceux-ci. Il y a un constat d'échec à faire, puis des réflexions à y avoir par rapport à nos pratiques syndicales. Mais deux, c'est pas vrai que c'est les médias. En fait, c'est pas vrai que c'est les communications qui vont sauver les syndicats. Puis, je pense qu'il y a certains comportements qu'il faudrait revoir, entre autres par rapport au ton. Hein, j'en ai parlé tantôt, le ton déclaratoire, le ton un peu
bon, ben là, aujourd'hui, on est assis, puis on est toujours indigné. Hein? Là, on est indigné sur ci, on est indigné sur ça. Mais, OK, mais qu'est-ce que vous allez faire? On a fait un communiqué de presse. OK, tu sais, comme... Il y a l'utilisation politique des outils de communication qui est problématique. Puis aussi, je parlais tantôt, le jargon syndical. Ben ça apporte pas une vision qui est personnalisée, un peu, qui personnifie le conflit. On peut parler de tous les acronymes qu'on utilise, mais c'est qui ces gens-là? C'est des travailleurs, puis c'est des travailleuses, tu sais. Puis c'est quoi les réalités qu'ils vivent, puis c'est quoi les impacts que les attaques patronales ou les attaques de l'État ont sur ces gens-là. On passe un peu à côté de ça, puis on va parler de nos instances, on va parler des congrès, puis tu sais... Donc, quand on parlait justement qu'on parle plus au monde, mais il y a de ça, je pense. Et je pense que l'exemple justement de la lutte que Alexandre et les autres membres du syndicat des métallos d'Allemand ont lutté est une belle illustration. Parce que vous le disiez au début, c'est vrai que les employés de Rio Tinto, à tort ou à raison, vous êtes perçus comme un peu les bébés gâtés de la région, les gens qui gagnaient des gros salaires, etc., etc. Et pourtant, vous avez réussi à mobiliser l'opinion publique de votre côté, mais justement en vous détachant peut-être de votre réalité et en expliquant que, parce que je me souviens, parce que je travaille dans les médias, je me souviens que la ligne que vous répétiez souvent, c'était que c'était pas tant pour vous que vous vous battiez que pour les générations futures aussi. C'est ça qui a été porteur, je pense, dans votre message. Effectivement. Pour la prochaine génération, parce que comme, mettons, syndicaliste, on aurait pu négocier... prendre notre retraite tranquillement, pas vite, un pont d'or pour se rendre là, puis laisser... mais tu sais, dans l'esprit qu'on vous disait, bon, ma job, j'en ai hérité, je suis qui, moi, pour dire que le prochain, il n'y aura pas? C'est la réflexion qu'on s'est fait un petit peu. On a eu, en passant, vous m'ouvrez une porte intéressante, il y a eu des sondages faits pendant le conflit. On avait 46 % d'appui de la population à Alma contre 30 % pour Rio Tinto pendant le conflit, ce qui est rare à voir par les syndicats. Ça fait que, il a fallu faire comprendre que, regarde, c'est pour les prochains. On gagne bien nos vies, mais on va au restaurant, on consomme. Il y a d'autres personnes qui gagnent leur vie. On est à quoi? Je ne sais pas le chiffre, mais ça va pas très bien, le taux de chômage présentement ici. Il y a de moins en moins d'emplois. Plus élevé au Canada, oui. Fait que faut voir la cause à effet. C'est ce je pense qu'on a réussi à bien faire en 2012. Si je peux me permettre, les attaques patronales qui traitent leurs employés, leurs propres employés de bébés gâtés puis de gros durs, ben, je veux dire, le secteur public aussi en mange une claque. Hein? C'est qui les fonctionnaires des petites poussées de crayon puis du monde qui pousse des papiers à longueur de journée? Ben non, tu sais, les fonctionnaires, c'est qui? C'est des infirmières, c'est des profs, c'est des gens qui offrent des services. Puis moi, j'observe pas cette tentative-là de pédagogie à la population de c'est qui, tu sais, les employés du secteur public. Parce qu'effectivement, il y a des jobs qui sont pas sexy, mais le gras a été coupé depuis longtemps. Puis les gens qui sont là, ben je pense pas mal sûr qu'ils font plus que pousser des papiers puis empiler du papier à journée longue, tu sais. Merci. Est-ce que cette section vous inspire commentaires et questions? Il y a un micro qui est disponible pour ceux et celles qui veulent poser une question. Oui, M. Proulx. À travers la lutte des travailleurs, des syndiqués d'Alma, on a vu que leur lutte a dépassé effectivement leur propre combat. On accuse souvent les syndicats d'être corporatistes, de défendre leurs seuls intérêts, mais ce n'est pas les générations futures à l'heure actuelle qui travaillent en sous-traitance. Tout à fait. C'est les générations actuelles qui font le même travail que moi j'ai fait dans la même salle de cuve, à moitié moins cher, sans fonds de pension, sans rien. On est là. Puis les bébés gâtés, c'est pas du côté des syndiqués qui ont gagné lutte après lutte, nos générations que nos parents nous ont donné par leur lutte. Les vrais bébés gâtés, c'est des entreprises comme Rio Tinto, Alcan, qui sont avantagés de plus de 500 milliards par année par rapport à la concurrence au niveau des coûts d'énergie, qu'on a refusé de nationaliser en 1960 parce qu'il y avait un rapport gagnant entre les emplois et les ressources naturelles, puis René Lévesque n'avait plein ses bottes avec de la Gaspésie. C'est ce qu'on m'a dit dans le passé. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le mouvement syndical, moi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement... Je ne dis pas qu'il n'y a pas à se renouveler. Il a dit à se ressouvenir de comment il s'est bâti. Le syndicalisme, c'est pas bâti par la collaboration, il s'est bâti par les luttes. On n'a rien d'acquis dans le mouvement syndical.
tout ce qui a été gagné au niveau des droits dans les entreprises et souvent de nos mesures sociales ont été gagnées par les luttes dont le mouvement syndical était présent puis était à l'avant-garde. Sauf que le mouvement syndical, il y a des critiques à se faire, effectivement. Moi, il y a des dirigeants de la FTQ qui m'ont déjà dit, moi, les environnementalistes, je milite pas avec ça. Ils se déguisent en tortue. Ben, Chris, peut-être bien que si à un moment donné, non, dans le temps, non, ça m'a été dit. Mais je pense qu'il y a une ouverture pour mettre que, par rapport à l'ampleur des attaques gouvernementales au Québec, en région, mais partout, ça prend une unité de l'ensemble des niveaux syndical, le mouvement étudiant, les mouvements sociaux, le mouvement communautaire, les mouvements environnementalistes, se donner des plateformes communes pour pouvoir aller de l'avant là-dedans. Sauf que ça, on a un chemin encore à faire. Il y a un chemin à faire au niveau de l'unité syndicale. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas se cacher. Il y a des problèmes d'unité syndicale. Il y a des problèmes de mobilisation. Sauf que ça, on est capable d'y faire face. L'État, à l'heure actuelle, tu sais, je veux dire, moi, je dis toujours, je vis dans une époque tellement difficile parce qu'on se rend compte qu'on perd, année après année, on perd des gains qu'on a bâtis pendant des années, mais il n'y a rien qui nous a été donné. M. Chartrand, qui est un vieux syndicaliste qu'on a connu, qui s'est présenté en région ici, me disait tout le temps, la plus grande erreur du mouvement syndical, c'est d'oublier de dire de dire à nos membres comment qu'on avait gagné nos acquis. Puis c'est là-dessus, je pense, qu'il faut travailler pour penser. Puis il y en a qui pensent que tu rentres quand ils sont bons, on a une belle salle à manger. Chris, quand j'ai rentré à l'Alcan, moi, il y avait de l'air climatisé dans les ordinateurs, mais on mangeait à côté des presses, puis il faisait 50 degrés. Puis les gens, avant moi, c'était encore pire. Ils faisaient chauffer leurs patates sur le bord du pot. Non, mais il n'y a rien qui était acquis. On a eu les salles à manger, on a eu l'air climatisé, on a eu plein de choses par des luttes, par des grèves, par des mouvements de mobilisation. Je m'arrête là, je laisse la place à l'autre. Non, j'avais dit question aux commentaires, ça va vous comprendre. Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui en doutaient, M. Proulx a longtemps milité dans un syndicat. Ah, il n'y a pas de problème. On aime ça. Mais je faisais pas un communiqué de presse, par exemple. J'en doute pas, là. Mais je peux juste dire quelque chose. Tu sais, vous disiez, je pense, effectivement, vous dites, je dis pas que le syndicalisme n'a pas à se renouveler, mais il faut qu'on se souvienne. Mais moi, je pense que une partie de... Si le syndicalisme a à se renouveler, c'est peut-être en réfléchissant à ce qu'on a fait puis comment on l'a fait. Puis si se renouveler, c'est retourner à des pratiques plus combatives qui ont assuré nos victoires du passé, ça sera ça, effectivement. Je pense qu'il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais je pense qu'on est surtout dû pour une grosse réflexion sur comment qu'est-ce qu'on fait, puis si on veut gagner, comment qu'on le fait. Puis si c'est, entre autres, avec le retour des pratiques combatives, des pratiques de confrontation, puis qu'on accepte de mettre nos organisations à risque, ça sera ça, tu sais. Tout à fait. Puis je pense que le monde de Rio Tinto l'ont fait absolument en acceptant de renouveler le discours puis en parlant de mondialisation puis du travail à l'international. Tu sais. Mais vous disiez aussi dans votre chapitre que vous notiez une différence entre ce qui se passe en région peut-être et ce qui se passe dans les plus grandes villes, que comme le milieu est peut-être un peu plus petit ici, que les dirigeants syndicaux sont davantage connus que dans les grandes villes et donc que ça change la dynamique aussi. Effectivement, quand on dit que les syndicats ont arrêté de parler au monde, je pense qu'il y a une distinction à faire entre les luttes qui sont plus régionales puis ce qui est national. Puis on s'entend, les luttes plus régionales, ça a souvent plus rapport avec les relations du travail directement, donc des conflits de travail, lock-out, grève, etc. Alors que les luttes plus nationales, en dehors des négos du secteur public, par exemple, ça va être des luttes plus sociales, contre l'austérité, en vue du dépôt du budget, etc. Mais effectivement, la thèse à laquelle qu'on soumet, c'est effectivement dans les régions où il y a encore des communautés de gens, des solidarités qui sont créées à travers les groupes. Je pense, moi, je viens de l'Abitibi, il y a la table, le réseau Vigilance, que ça s'appelle, puis il y a une concertation entre les groupes communautaires, les groupes étudiants, puis les syndicats, autant les structures locales que régionales. J'ai l'impression que les acteurs locaux, syndicaux, sur le plan régional, ont encore cette proximité-là. Puis encore, ça dépend des régions, ça dépend des structures, etc. Mais encore cette proximité-là avec leurs membres, avec les médias, puis avec la population en général, parce qu'effectivement, il y a moins de monde, il y a encore ce sentiment de communauté-là qui existe. Là. Alors qu'au niveau national,
la présidente de la CSN, etc., ben, je suis pas mal sûre que la dernière fois qu'elle est allée sur un milieu de travail pour un conflit ou une négo, ça fait un bout de temps, puis que la compréhension, puis ce que c'est la réalité du terrain pour cette personne-là, disons que c'est peut-être un peu plus flou, c'est moins concret que pour un conseiller syndical régional. Là. Est-ce que cette personne est présente? Non. Oui, une question. La sous-traitance était évidemment un enjeu dans le conflit. Puis je me souviens que la Chambre de commerce s'était impliquée aussi dans le conflit pour dire qu'au niveau de la sous-traitance, il y avait des employés aussi. Hein? À un moment donné, on a comme opposé les employés des entreprises en sous-traitance et les employés de Rio Tinto en disant, ben, eux autres aussi ont le droit de travailler, ceux qui travaillent pour des entreprises en sous-traitance et tout ça. Puis je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment dommage parce qu'on opposait des catégories de travailleurs. Dans le fond, ceux qui avaient des moins bonnes conditions. Puis effectivement, les travailleurs de Rio Tinto qui avaient toutes d'envie et les autres. Comment vous avez réglé ça? Parce que il y a le reste de la société dans un conflit comme ça. Il y a les autres travailleurs. Puis là, ils étaient vraiment mis, pas en compétition, mais en opposition. Comment vous avez réglé cette question-là? D'abord, je l'ai fait un petit peu en entrée de jeu d'expliquer, nous, contre quel type de sous-traitance, parce que c'est vaste. Puis c'est là que je pense qu'on a... On a peut-être éclairé un petit peu l'opinion publique, c'est que nous, là, dans les alumineries, il y a toujours eu des services spécialisés. Quelque chose qui se fait une fois par année. Tu peux pas avoir quelqu'un qui va travailler une semaine. Ça, c'est normal, on le conçoit. Les équipementiers, c'est un type de sous-traitance. Là, ce que M. Éric Dufour faisait, entre autres, qui était président de la Chambre de commerce, il essayait d'amalgamer ça avec le remplacement d'emplois de qualité par des emplois de cheap labor. Ça, c'est la transformation. Ce qu'on voulait pas, c'est transformer une bonne job en mauvaise job. Puis ce qu'on disait aux sous-traitants, on veut, là, ce qu'on veut, là, c'est pas, j'en ai rien contre toi. Viens-t'en, là, fais-toi engager par la compagnie, là, puis tu auras un matricule de Rio Tinto, puis tu travailles avec nous autres, ça va nous faire plaisir de travailler avec toi. C'est là qu'on a fait cette distinction-là. En opposition à M. Dufour, la Chambre de commerce d'Alma s'est jamais prononcée. Ils ont observé une neutralité, mais il n'y a personne dans une petite région comme la nôtre qui a intérêt à ce qu'ils se gagnent moins d'argent. Hein? C'est clair. Là. Si tu t'enlèves 100 jobs à 60 000 $ par année, tu les remplaces par 100 jobs à 20 000 $. Le monsieur qui vend des skidoo, il n'en vendra plus autant. Le monsieur qui vend des voitures, le restaurant, c'est ça qu'on a. Puis à Alma, je pense que les commerçants ont très bien compris ça. Puis c'est pour ça qu'on a eu un certain support. Même, on a eu beaucoup de support des commerçants, mais des supports anonymes. Hey, je viens t'aider, mais dis-le pas que je viens t'aider. Pourquoi Rio Tinto sont présents dans toutes les... Rio Tinto, là, c'est une machine de com incroyable. Faut bien comprendre. Là, excusez, je décolle là-dessus. Là. Ils subventionnent la veuve et l'orphelin sont tout partout quand ils ont de l'air fou. Quand ça va bien, tu les entends pas puis ils payent pas. Ils payent quand ça va mal. C'est ça qu'ils veulent faire. Fait que là, ils essayaient d'inséminer des idées comme ça au travers des chambres de commerce, mais ça n'a pas fonctionné. Oui. Question? Commentaire. Commentaire? On parle de nouveaux concepts qui a été utilisé dans ce conflit-là en ce qui concerne les communications, l'utilisation des médias sociaux, ces choses-là. Ça, c'est un des points forts. Qu'il faut aller changer nos instances puis nos façons de faire dans tous les syndicats. Puis ça, pour amener des nouveaux concepts, que ce soit l'environnement, les réseaux sociaux, le développement politique, la sensibilité à la politique de nos membres, bien, on a un travail à faire beaucoup à ce point de vue-là. Je suis d'accord avec vous. J'ai lu un peu quelques passages dans le livre. Et effectivement, ça va passer par une chose, c'est l'avenue de jeunes. De jeunes avec des nouvelles idées, avec des nouvelles idées, des jeunes qui vont s'intégrer dans le milieu syndical puis qui vont venir changer les choses. Première chose. Deuxième commentaire, le conflit d'Alma, il y a une des choses qui étaient immensément importantes, qui est peu soulignée, c'est le travail des barrières syndicales qui était mis de côté. Quand on a pris effectivement la route et ce qu'on appelle la route, et on est intervenu un peu partout. Ce qu'on a fait, on a intervenu à tous les niveaux, dans tous les syndicats. On a fait un appel à tous, dans toute la province, pour commencer dans la province. Ça, en ce qui concerne toute allégeance confondue. On a rencontré, Marc Maltais a rencontré dans tout ce qui est de colloque, puis partout ce qui avait une porte ouverte, de rencontrer tous les syndicats possibles pour parler du conflit. Ça, l'intersyndical, il y a une chose qui était faite énorme dans ce conflit-là. Au début, quand on avait cette approche-là,
les gens de notre syndicat nous ont regardés avec des grands yeux, parce qu'il y a toujours une certaine forme de protectionnisme entre les syndicats. Ils nous ont regardés avec des grands yeux. Et à la fin c'était le contraire. C'est eux autres qui nous couraient pour aller dans les autres syndicats. Merci pour votre commentaire. Dans le fond, premièrement, toutes mes félicitations là, pour à quelque part le beau travail que vous avez fait durant ce conflit-là. Je crois qu'en dehors des travailleurs et travailleuses qui en ont profité, c'est toute la région qui en est ressortie gagnant. Donc, première chose. Sinon, ce qui m'avait... Moi, ça fait quand même quelques années que je suis un peu dans le mouvement étudiant et tout ça. Puis à l'époque, j'avais vu là, certains justement de vos membres à l'UQAC venir expliquer un peu la situation du conflit de travail. Puis ça m'a marqué parce que c'était quand même la première fois que je voyais des travailleurs, travailleuses venir expliquer un peu leur conflit. Puis à ce moment-là, ça m'a comme allumé sur le peu d'espace qu'au final le mouvement des travailleurs, des travailleuses occupe que ce soit à l'université ou sur la scène nationale en général. Tu sais, souvent, à l'UQAC, on va voir beaucoup des salons de l'emploi et tout ça, où les employeurs vont venir vanter les mérites de tel ou tel job, puis essayer de recruter du monde. Mais on va voir rarement les syndicats venir expliquer un peu, finalement, à quoi ils servent à travers tout ça, puis venir expliquer un peu, finalement, c'est quoi, tu sais, l'impact qu'eux ont dans ce milieu de travail-là. Donc, les jeunes, souvent, qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler en dehors, mettons, d'une job, d'aller tondre de la pelouse ou flipper des boulettes pendant l'été, vont débarquer dans ces milieux-là puis vont être plutôt soit indifférents ou hostiles vis-à-vis des syndicats parce qu'ils ne sont pas familiarisés avec ça. Donc, comment le milieu syndical peut justement comme s'imposer à travers tout ça pour cette génération-là qui embarque sur le marché puis qu'en plus, avec le discours ambiant plutôt antisyndical, va généralement avoir beaucoup de difficultés à se mobiliser. Non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne sait pas. On revient à parler au monde, encore une fois. Tout à fait. Peut-être que mon collègue vous aurait parlé davantage. J'imagine qu'il est mieux qualifié que moi pour faire ça. Loin de moi l'idée de parler au nom du milieu syndical. Je vais parler au nom des travailleurs d'Alma. Chez nous, on a des étudiants qui reviennent de toutes sortes de facultés universitaires, entre autres. Puis depuis le conflit, c'est sûr, on est allé, on a tendu la main. Puis comment qu'on poursuit le dialogue? C'est que quand, mettons, toi, tu as un job chez nous, tu travailles dans mon département avec des bonhommes, parce que je m'en viens, un bonhomme ne sera pas bien long. Il y a une fierté. Je me suis promené cet été, j'ai rencontré des gens. D'un, on s'est battu pour que vous ayez le même salaire que nous autres. Parce que la compagnie, c'est un des gains de 2012. Ils voulaient vous payer probablement 2, 3, 4 $ moins cher de l'heure que nous autres. Les gens chez nous, ils ont tenu le bout. Puis à toutes les fois qu'on voit un étudiant, je lui dis, garde, tu gagnes bien ta vie, mon gars, là, tu vas faire une belle été. Là. Ben, ceux-là, ils ont tenu à ce que tu... Tu sais, il faut comprendre que, regarde, on s'est battu pour toi un peu aussi. Puis si un jour, tu viens travailler avec nous autres, on essaie de l'expliquer. Puis il y a une fierté qui vient avec ça de dire... Je suis content que tu sois là, je suis content de t'avoir. On va avoir des embauches à un moment donné, c'est des étudiants qui vont rentrer un jour. Il y a une fierté de dire, tiens, gars, ta job, c'est ma job, je te laisse là, occupe-toi-en. Fait que c'est dans cette inscription-là, je pense qu'on a intérêt à perpétuer cette idée-là de prendre soin de ceux qui viendront après. Ah, puis si je peux rajouter aussi, le monde du travail, c'est quand même sensiblement... ça a quand même beaucoup changé dans les dernières années. On parlait plutôt de travail autonome, on change beaucoup plus d'emplois que nos parents, que la génération précédente. Puis je pense qu'il y a un renouvellement du discours puis une réflexion à y avoir sur des enjeux comme, par exemple, mon Dieu. Ah, mon Dieu, j'ai un blanc. Non, mais la permanence de l'emploi, mais aussi la précarité? La précarité de l'emploi aussi, mais c'est pas ça le mot que je cherche. Il va revenir. Quand les personnes les plus vieilles ont priorité sur... L'ancienneté. L'ancienneté! L'ancienneté, effectivement. Moi, j'ai été active. En fait, j'ai fait de la syndicalisation pour l'Alliance de la fonction publique du Canada, syndicat FTQ, il y a quelques années. Puis, c'est dans les conventions collectives qui étaient négociées, il n'y en avait pas d'ancienneté parce que c'était un milieu d'emploi qui était particulier, qui était précaire, c'était des contrats, etc. Donc, il y a des gens de notre âge, tu sais, des générations grecques, vingtaine, trentaine, qui sont réfractaires, entre autres, aux syndicats parce que les syndicats ne se sont pas adaptés aux nouvelles réalités du travail. Non seulement ça, puis deux, il y a à certains endroits, à certains niveaux, je pense qu'on peut faire des comparaisons avec le mouvement, entre le mouvement étudiant et le mouvement syndical sur certaines choses, mais entre autres sur les structures démocratiques, puis tout ça, tu sais, en 2012, entre autres à la classe, les militants avaient leurs assemblées générales, pouvaient aller ensuite en congrès. Il y avait
il y avait la possibilité pour ces militants et militantes-là de s'approprier leur lutte, d'avoir une emprise sur la façon dont la lutte était menée. Puis peut-être que ces gens-là, ensuite, quand ils arrivent sur le milieu du travail, ne sentent pas nécessairement cette présence-là, cette démocratie-là participative qui est moins présente dans les milieux du travail. Puis ouais, je pense que ça fait le tour, effectivement. Merci. On a une question ici. C'est plus des commentaires. En fait, vous avez parlé beaucoup des jeunes et parler aux gens, là, de parler à nos membres et comme syndicat et qu'on n'était peut-être pas à la page là-dessus. Sachez que le renouveau syndical, c'est dans nos rangs et on en parle tous les jours et on y travaille fort à cet aspect-là. C'est pour ça qu'on a mis des instances ou des rencontres spécifiques pour les jeunes, des comités jeunes, des comités femmes. En fait, il y a beaucoup on invite et on participe beaucoup, on les invite à participer, on les sensibilise, on fait beaucoup de formations politiques aussi pour les amener à militer puis à comprendre les enjeux, effectivement. On le fait également avec nos membres de plus en plus. Je pense que on est beaucoup là, sur justement la façon de faire, de retourner directement dans les milieux de travail, d'être là, d'aller les voir sur l'heure du midi ou tout de suite après le travail pour pas qu'ils quittent le travail parce qu'on sait qu'on n'est pas capable de les ramener en Assemblée générale par la suite. Alors, on travaille fort là, pour justement aller à la base puis rencontrer nos membres puis vraiment faire de l'action politique aussi, puis de leur expliquer les enjeux. Notamment dans cette ronde de négociations-là, moi, je suis dans la fonction publique, là, vous comprenez qu'on a fait des pré-rencontres, même avant même de passer à des votes, parce qu'on devait faire de l'éducation politique, autant pour parler, expliquer des choses comme la dette, qu'est-ce que c'est, comment ça sort dans les médias. En fait, refaire vraiment le tour et de sensibiliser nos gens. Fait qu'on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus, là. Ça, c'est un commentaire que je voulais faire. Je voulais dire aussi que pour nous, la sous-traitance, c'est un enjeu qu'on a dans les services publics. Nous, c'est à l'inverse de vous, c'est-à-dire que nos sous-traitants sont beaucoup plus payés que nous. 33 en ce qui concerne les ouvriers, 7 ou 6 en ce qui concerne les fonctionnaires. Vous comprenez que ce n'est pas le même enjeu. Par contre, on n'a pas les mêmes... c'est pas payé par les mêmes fonds, hein, c'est des fonds publics, c'est différent. Donc, pour le public, justement, on ne voit pas nécessairement tous les enjeux pour la classe, pour tout le monde, ça coûte beaucoup plus cher en fonds publics là, quand vous êtes en sous-traitance. Là. Donc, on se bat là-dessus. Là-dessus, on peut se rejoindre, vous, le privé, avec sur le mot sous-traitance, mais on a quand même, c'est des effets négatifs, puis qu'il faut se battre pour ça. Alors, on est sur ce terrain-là. Là. Mais justement, nos deux prochains panélistes, on va pouvoir aborder la question de la fonction publique parce que il va être question du personnel enseignant du Cégep de Jonquière. Donc, dans quelques minutes, il en sera question. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux dernières questions, oui? Ou commentaires. On est plus dans les commentaires, j'ai l'impression. Oui, ça va peut-être être plus un commentaire. Entre autres, peut-être pour revenir un peu sur le dossier d'Alma, là, Alexandre. Je pense qu'il y a quand même, Alexandre l'a souligné, il y avait deux éléments, c'est de mobiliser nos travailleurs, mobiliser nos organisations. Ça, c'est peut-être un peu plus facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est peut-être un peu plus facile. Parce qu'entre autres, comme RTA, c'est une grande famille. Les syndicats vivent à peu près tous les mêmes problèmes. Disons que se solidariser ensemble, c'est peut-être un peu plus facile. Mais il faut le faire quand même. Sensibiliser la population, la solidariser, ça, par exemple, c'est pas mal moins facile. Par contre, je pense que vous avez trouvé une perle, là, vous autres, avec l'énergie électrique qui était revendue à Hydro-Québec. Les gens n'ont pas aimé ça au niveau public. Vous savez? Des perles comme ça, on n'en trouve pas tout le temps. Là, ça a été intéressant. Par contre, je pense que ça se prépare aussi. Pas nécessairement des conflits, mais de la solidarité, comme Madame un peu l'a souligné. Entre autres, je pense que la majorité des grandes organisations sont impliquées aussi socialement. Même s'il en reste encore quelques-unes là, qui sont encore des syndicats d'affaires, je pense que s'impliquer socialement, c'est là aussi qu'on va chercher la sensibilité, puis on va chercher la solidarité aussi des organisations, entre autres des organisations communautaires, comme la CSN, comme la FTQ le fait, entre autres dans la région. Il y a peut-être d'autres organisations, c'est peut-être plus difficile d'avoir la solidarité populaire parce qu'ils sont moins impliqués socialement, puis ils ne sont pas connus. Quand tu arrives avec un conflit... tu as un peu plus de misère. Là. Je ne veux pas nommer les gens des garages, là, mais je serais tenté de le dire, là, eux autres, là, que comme ils ne sont pas impliqués socialement,
Je pense qu'ils ont de l'ouvrage beaucoup plus dur à faire que les organisations comme la CSN, la FTQ, qui sont connues partout, parce qu'ils sont impliqués partout. Puis historiquement, c'est des organisations aussi qui ont joué des rôles populaires. On regarde certaines lois, par exemple, l'assurance médicaments, c'est pas le gouvernement qui est arrivé un beau matin, bon, j'aime mes sujets, un matin, on va vous faire une belle loi pour vous autres parce que je vous aime, là. Hein, c'est des luttes syndicales qui ont fait ça. La loi sur l'équité salariale, bon, ben, ça a commencé en 1899. On a eu la loi en 1996. Oui, 98. Ça a pris 99 ans avant d'avoir ça. La loi sur les normes du travail. Bien, les normes du travail, là, c'est des luttes syndicales. Puis pourtant, ça ne s'applique pas aux syndicats. On a tout plus que ça, nous autres, dans nos conventions collectives. Tu sais? Bon, ben, c'est des luttes comme ça, à un moment donné, qui peuvent mobiliser la population aussi. Puis ça, ben, je pense qu'il faut le dire. Un autre élément, je voudrais répondre au jeune homme là, qui se demandait si on publicisait un peu le mouvement syndical. Bien, des vieux boomers comme moi, comme vous dites, madame, là. Ben, moi, je fais la tournée des écoles. Ça fait 8 ans que je fais ça. Je ne sais pas si tu m'as vu, là. Ça fait 8 ans que je le fais, en tout cas. J'ai dû te voir. De Chipogamo jusqu'à Lens-Saint-Jean. Et je parle aux jeunes, justement, bien, je présente ça comme le monde du travail, mais je parle du syndicat. Tu sais, je ne veux pas faire peur aux directions non plus, là, tu sais, fait que... Mais je parle des avantages syndicaux. Puis les jeunes de secondaire 5, là, bien, il y en a au moins le 3/4 qui travaillent. Puis ils travaillent dans les dépanneurs, puis ils travaillent dans des restaurants, puis qui se font fourrer allègrement. Ça fait quand tu leur parles du syndicalisme, puis ce qu'ils pourraient gagner, là, moi, quand je sors de là, je pourrais tous les syndiquer si je voudrais. Tellement qu'ils sont mobilisés. Ben, c'est une petite graine qu'on sème, tu sais. Ça ne fera pas nécessairement des militants là, mur à mur, là, mais au moins on en parle, puis on sait ce qu'ils vivent. Puis en plus, ben, on fait le lien aussi avec les enseignants qui ont vécu quand même des conflits, pas nécessairement des conflits, mais des situations aussi difficiles avec le gouvernement. Puis eux autres embarquent aussi, puis là, ils se rendent compte que le professeur qui est en avant, là, ben, c'est une personne aussi là, qui socialement est engagée, puis qui a fait des luttes aussi. Puis si tu veux avoir des bons conseils, ben, va le voir. La majorité des enseignants, là, ils en ont vécu, puis ils ont du vécu aussi. Donc, je pense que oui, on essaye de faire un peu de sensibilisation, mais c'est pas facile non plus. C'est pas facile d'entrer dans les écoles puis aller parler aux jeunes. Mais en tout cas, moi, je le fais là, depuis 8 ans. Dans la plupart des écoles, là, je commence à avoir un peu de la relève. Je suis bien content. Mais même rendu à cet âge-là, c'est dur d'avoir de la relève. Merci. Bien, je vais en profiter pour remercier Michel parce que c'est un des bénévoles à la FTQ incroyable. Là. Sans lui, le programme S'impliquer auprès des jeunes ne pourrait pas fonctionner. Alexandre, Marc, je vous lève mon chapeau parce que dans le conflit d'Alma, c'est vrai que vous avez réussi à sensibiliser la population puis à faire connaître un volet du syndicalisme qui avait échappé un peu à tout le monde. Puis là, je voudrais faire du pouce sur un peu tout ce qui a été dit. Là. On parlait des lois qui sont appliquées ici au Québec puis qui servent à toute la population. Une dernière grande lutte syndicale qui a eu lieu, puis là, je vois 2 beaux bébés ici, là, le régime québécois d'assurance parentale. Bien, si les syndicats s'en étaient pas mêlés, il n'y en aurait pas. Les normes du travail, il n'y en aurait pas non plus. Parce qu'à un moment donné, c'est les syndicats qui se sont fâchés et qui ont dit « OK, on négocie pour nos membres, mais le reste de la population, là, bien aussi, ils ont le droit d'avoir des mesures de travail décentes. » Puis ça fait partie de ça. Le programme d'une maternité sans danger, la CSST, c'est un programme qui est menacé depuis des années, puis que le Conseil du patronat revient tout le temps là-dessus. Bien, ça aussi, ça fait partie des luttes syndicales. Il y en a comme ça un nombre incalculable là, de lois sociales, de mesures sociales qui servent à toute la population. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Puis juste des fois, de réfléchir à tous les services publics. Là, tantôt, on va parler de la fonction publique. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant 1 heure de temps. Là. Mais n'oubliez pas que ce qu'on a comme acquis, ça vient des luttes des autres. Merci. Merci. Je vais...
Je vais profiter de mon privilège d'avoir le micro pour poser une dernière question, si vous permettez. Oui. Je voudrais revenir sur la dimension internationale que vous avez soulignée. Je voulais savoir comment s'était passée cette idée, en fait, de rejoindre les luttes à l'étranger. Ça me fait beaucoup penser au travail qu'a fait la Via Campesina avec les paysans, de croiser des paysans occidentaux, mettons nord-américains, avec un paysan africain qui vient voir sa réalité puis qui disent que pour voir que oui, le paysan a l'air plus riche que le paysan africain, mais finalement, ils vivent les mêmes réalités de faire face à des grosses compagnies d'agroalimentaire qui menacent la souveraineté alimentaire. Donc, c'est un syndicat international qui a beaucoup travaillé pour croiser les réalités internationales des différents paysans. Fait que je voulais savoir comment cette idée-là était venue chez vous. Écoutez, je vais parler du syndicat des métallos, qui est à l'origine américain. Je ne sais pas l'origine de pourquoi ça a commencé, mais peut-être j'ai mon idée à moi, c'est que je pense que la nature des employeurs, nous autres, on est dans le privé, on est dans le minier, l'industrie lourde, on est dans des grosses compagnies qui sont souvent multinationales. Donc, on a des tables Rio Tinto mondial, on se rencontre une fois de temps en temps, ou 2-3 ans. On a des forums d'échange comme ça par employeur. On n'a pas le choix de le faire. Rio Tinto, là, c'était 215 milliards de valeur boursière. Notre gouvernement ne vaut même pas ça. T'sais, à un moment donné, on est disproportionné. Donc, je pense que c'est là, via les alliances du syndicat des métallos, au travers des fédérations de travailleurs internationales, la FIOM, l'ICM, qui a fusionné Industrial. Ça se trouve être une fédération de travailleurs internationale. D'ailleurs, le 7 octobre, on a une journée d'action contre Rio Tinto, contre le travail précaire, mondialement partout. De l'Afrique à Nouvelle-Zélande, en passant par l'Islande, tous les syndicats qui font affaire avec Rio Tinto. Je pense que c'est ce que le syndicat des métallos a comme, je dirais, comme possibilité, puis comme contact. Ça se travaille de longue haleine. Ça, t'arrives pas, ça se décolle pas comme ça. Je pense que là, les liens étaient déjà faits. On en a créé de nombreux nouveaux suite à notre conflit. Puis je pense que ça se parle encore aujourd'hui. On a été un des premiers conflits autant internationalisés. On le voit moins ici, c'est ici qu'on le voit le moins. Mais quand tu parles avec du monde en Australie, ils savent c'est où Alma. C'est fou, hein? Effectivement. Merci.